Bonjour mesdames et messieurs, pour ce septième épisode du podcast North Africa Talks de Rosa Luxembourg. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Abdelrahman Haj Nasser, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et auteur, penseur, acteur politique, même si il se refuse d'être membre d'un quelconque mouvement politique. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la guerre en Ukraine sur les pays d'Afrique du Nord, du point de vue économique, financier, mais autres, politique, géostratégique, etc. Monsieur Haj Nasser, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie de m'avoir contacté. L'Afrique du Nord est en train de vivre des moments très particuliers depuis une année. Crise énergétique, crise économique et pression internationale. On connaît le début de tout ce marasme dans lequel se trouvent les différents pays d'Afrique du Nord, donc de l'Égypte au Maroc, en passant par la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Ces différentes crises ont commencé le 24 février 2022, au début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Et chaque pays de la région l'a vécu de manière différente, mais la région en entier l'a vécu comme étant une crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, comme disent toujours les Chinois, crise veut dire opportunité, puisque c'est le même caractère d'écriture. Est-ce que la région l'a vécu comme une crise? Je pense que la région est persuadée que c'est une opportunité. Est-ce que cette opportunité est exploitée? Je ne le pense pas. Parce que dans le fond, il faut bien analyser cette guerre qui ne dit pas son nom. Cette guerre, c'est comme un millefeuille. C'est plusieurs guerres qui se passent au même moment et qui ne donnent pas les mêmes indications, qui ne donnent pas, on va dire, des capacités de lecture simples pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir une pensée multicouche. Donc, si on analyse la guerre sur la base de la communication, l'Occident l'emporte. Si on analyse la guerre sur le plan, on va dire, des terrains d'essai militaires, ce n'est pas encore évident, bien que les effets d'annonce des Russes soient très supérieurs à ceux des Occidentaux en termes de potentiel militaire destructeur in fine. Si on voit sur la capacité de gestion sur le terrain des différents engins, si on tient compte de l'histoire militaire de l'Occident, l'histoire militaire de la Russie, on sait très bien que la Russie a des difficultés au départ, mais ils apprennent vite. Donc sur ce terrain, il n'y a pas d'évidence pour nos pays s'ils n'ont pas cette grille de lecture historique. Sur le plan technologique, néanmoins, il y a quand même aujourd'hui une espèce de différentiel important où la technologie militaire semble être dans une certaine vitesse du côté de l'Est, mais la technologie j'allais dire de l'informel, non, mais de l'intelligence artificielle, pour le moment, on a l'impression qu'elle est encore en Occident, bien que la Chine ne se soit pas exprimée là-dessus, d'ailleurs. À cause des dernières annonces, par exemple sur le chat GPT, encore une fois, il faut se méfier des annonces et du pourquoi du momentum. Mais néanmoins, on voit bien que l'Occident s'est doté d'armes puissantes dans ce domaine, qui est non seulement la technologie, mais aussi de moyens financiers de l'ordre de 50 000 milliards, qui sont les fameux grands fonds cumulés. Alors si on va sur un autre domaine qui est évidemment essentiel, qui est le domaine financier, il est clair que sur le plan économico-financier, nous avons sur le plan de l'économie réelle carrément, je veux dire, un décrochage positif de la Russie et de la Chine par rapport à l'Occident.
parce que d'un côté, nous avons des instruments de mesure qui correspondent à l'économie réelle pour l'Est. Par contre, du côté de l'Ouest, nous avons des instruments de mesure qui ne permettent pas de comprendre l'activité réelle, le potentiel réel. Pour simplifier, on va dire que le dollar vaut 6 fois sa valeur, ce qui signifie que le rouble vaut actuellement, le dollar vaut 6 fois sa valeur réelle, c'est ça. Et le rouble est très très sous-coté par rapport à sa valeur réelle, ce qui est le cas aussi du yuan. Et donc, ça ne permet pas de lire le potentiel financier de l'Occident. Tout à l'heure, je parlais de 50 000 milliards d'investissements potentiels dans tout ce qui est économie non matérielle. Mais que valent ces 50 000 milliards? Encore, il y a quelques jours, nous avons appris par la Banque nationale suisse qu'il y avait une dette de 97 000 milliards de dollars des sociétés financières non bancaires qui devaient être déclarées à perte et profit. C'est-à-dire, si on additionne toutes les dettes en dollars, nous sommes devant des chiffres incroyables. Je veux dire, en 2014, j'avais écrit un article qui parlait de 200 000 milliards. Je parle de ça en 2014. Donc, devant toutes ces guerres en millefeuille qui sont assez complexes, l'Afrique du Nord, c'est quoi? Est-ce que l'Afrique du Nord a, dans son ensemble, aperçu tous ces enjeux? Honnêtement, moi, je ne vois pas. Je vois pas. Je vois que le Golfe, vraiment les pays actifs du Golfe en ce moment, c'est-à-dire les Émirats et l'Arabie saoudite, semblent tenir compte d'un certain nombre de guerres, notamment la guerre de la monnaie, la monétisation future des hydrocarbures, mais aussi la gestion des flux. Donc autant l'Arabie saoudite essaye de jouer sur le choix de la monnaie future, autant les Émirats, qui sont quand même une base anglaise, on va dire, dans le domaine financier, essayent de ne pas perdre la gestion des flux. Donc, ils sont, disons, d'une certaine façon en activité pendant cette guerre. En Afrique du Nord, moi, je ne vois rien. Je vois des réflexes d'alignement ou des tentatives de multi-alignement. On va dire que l'Égypte s'essaye au multi-alignement, c'est-à-dire beaucoup vers l'Occident, puis de temps en temps un coup d'œil vers l'Est, en matière d'armement principalement. Quant à l'Afrique du Nord, Maghreb principalement, alors là je veux dire, c'est assez simpliste, quoi. C'est-à-dire que nous avons le Maroc qui ne réfléchit plus du tout en termes d'équilibre international et qui est Israël plus États-Unis, même plus France comme avant. Et nous avons l'Algérie qui professe un non-alignement qui est une espèce de marqueur génétique de la politique étrangère algérienne, mais qui en pratique prend du temps, qui a des besoins d'équipements militaires, de modernisation russe, italien, anglais, qui semble correspondre à ce non-alignement dit positif. Mais vous voyez bien que je ne parle que d'armement. Je ne parle pas d'économie ou d'autres domaines de communication. En termes d'économie, l'Algérie honnêtement, n'a pas de stratégie. Le Maroc a une stratégie d'ouverture et d'endettement, mais il faut bien se rappeler que l'endettement, c'est l'esclavage. Et l'ouverture, ça ne change pas par rapport à l'économie des comptoirs qui ont donné ce qu'on a connu. Je veux dire, l'Extrême-Orient a été conquis par des comptoirs, l'Afrique a toujours été conquise par des comptoirs et la dette. Donc la question de la dette est quelque chose d'essentiel, dans le sens où si on sait gérer la dette, si on sait gérer le lien avec l'étranger, la dette n'est pas de l'esclavage. Mais si on ne sait pas gérer,
on peut avoir l'illusion de l'industrie, on peut avoir l'illusion de la croissance, mais la croissance, ce n'est pas le développement. Cela étant, c'est quand même un vrai débat au Maroc qui monte à 10%. Nous avons zéro débat en Algérie, malgré le fait que nous avons zéro dette. Le fait de ne pas avoir de dette ne signifie pas non plus l'autonomie ni l'indépendance. Ça signifie au contraire une forme de dépendance absolue, puisqu'on exporte du pétrole pour importer du blé et des biens semi-industriels. Donc, si je peux résumer, nous n'avons pas là des pays qui se dotent des moyens d'influer ou d'essayer d'exister dans le nouveau partage du monde qui va résulter de la guerre d'Ukraine. Donc nous avons une guerre d'Ukraine dont le seul objectif, au-delà du fait qu'il y ait un vaincu et un vainqueur, ou peut-être tabula rasa, ou peut-être tout simplement des négociations de partage des territoires. En face, nous avons des petits pays qui essayent de s'abriter derrière l'un ou l'autre, ou qui essayent de s'agiter en disant on est non alignés, mais qui n'ont pas de stratégie de participation au partage du gâteau. Alors, en fait, j'ai été interpellé par deux choses. J'ai été interpellé par les chiffres que vous avez donnés concernant la dette en dollars. On parle de dizaines de milliers de milliards de dollars, donc de dizaines de trillions de dollars. Et vous aviez dit en même temps que nous n'étions rien. Nous, Afrique du Nord, nous, Maghreb, nous n'étions rien par rapport à ce qui se passe dans ce monde-là. Je pense que vous avez raison dans le sens où nous ne sommes rien, nos budgets d'État ne représentent qu'une infime fraction de tout cela. Une centaine de milliards pour l'Algérie, 25 milliards pour la Tunisie, moins de 200 milliards pour le Maroc et environ 120 milliards pour l'Égypte. Effectivement, nous sommes de l'argent de poche dans les flux mondiaux, les flux financiers mondiaux. Juste à titre d'exemple, les Russes, les détenteurs de liquide en Russie, ou les détenteurs de fonds en Russie, ont placé 59 milliards de dollars en 2022 aux Émirats arabes unis. Donc, ce qui représente plus de 2 fois le budget de l'État tunisien et quasiment le budget de l'État algérien ou marocain. Donc, qu'en est-il de l'avenir des pays d'Afrique du Nord à l'aune peut-être de la disparition du dollar ou du remodelage des flux financiers internationaux? Vous aviez parlé de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe qui, eux, ont potentiellement leur mot à dire. Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Je dirais que vu les enjeux financiers, d'abord le dollar, peut-être qu'il vaudra le 6e ou le 10e de sa valeur. Néanmoins, quand on prend BlackRock qui vaut 10 000 milliards, qui aujourd'hui ne vaut plus que 8 000 milliards, même si on divise par 10, ça fait quand même 1000 milliards. Hein, c'est-à-dire, d'une certaine façon, 15 fois la valeur du PIB algérien, qui est quand même un pays pétrolier. Donc, malgré tout, on reste très petit. Néanmoins, c'est pas comme ça qu'il faut voir nos pays. Nos pays, c'est quoi? Ce sont d'une certaine façon des armées chargées de tenir des territoires et de se chamailler entre elles afin de permettre à ces BlackRock et compagnie de venir exploiter le sous-sol. L'équation, c'est celle-là. Donc, nous ne sommes pas des acteurs financiers. C'est pour ça que la dette est quelque chose d'important pour ces grands acteurs internationaux, parce que quand vous êtes endetté, il suffit d'organiser des défauts de paiement pour venir non pas négocier l'exploitation du sous-sol, mais imposer des formes d'exploitation de la main-d'œuvre du sous-sol ou du sol. Hein. Il n'y a pas que le pétrole, le minerai ou la pêche, hein. Il y a aussi l'agriculture, tout, quoi, l'eau.
et y compris la vente d'êtres humains, puisque l'immigration, les mouvements, le fait qu'on vienne piquer les médecins et les informaticiens de nos pays, tout ça fait partie des nouveaux équilibres. Et donc, nous avons affaire d'un côté à ceux qui sont tenus par la dette et de l'autre côté à ceux qui sont tenus par leur incapacité à se nourrir. Oui. Ce que nous avons découvert avec la guerre d'Ukraine, c'est que la puissance de la Russie vient du fait que c'est un pays qui peut vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'on peut le punir comme on veut par la loi dollar qui permet d'étendre vers le reste du monde ses desiderata intérieurs. Ben, la Russie, dans le fond, n'en souffrira pas beaucoup, puisqu'elle n'a besoin de personne pour se nourrir, se vêtir, se loger ou fabriquer des armes. Hein. Ce n'est pas notre cas, nous. Nous importons 60% du blé, ce n'est pas gérable. Donc, même si on n'est pas endetté, on est dépendant de ceux qui nous fournissent du blé. Alors, évidemment, on peut jouer le blé russe, le blé argentin, mais enfin, c'est kiff borico. Je veux dire, nous sommes obligés de tendre la main à l'extérieur. Et on a bien vu que pendant cette période quand même de début de guerre ukrainienne, une perturbation très profonde du marché justement de la nourriture, des blés, des pesticides, des engrais, etc. Donc, je crois que nous ne tenons pas compte suffisamment, nous, on va dire, de la géographie. Si nous avons une puissance relative, c'est une puissance géographique. Si l'Algérie pèse plus que ce qu'elle ne pèse en réalité en termes financiers, c'est parce que elle gère un territoire qui s'appelle l'Algérie, qui est déjà énorme, mais en plus de ce territoire dépendent d'une certaine façon, en dehors de l'Égypte, toute l'Afrique du Nord et tout le Sahel. Parce que c'est une dépendance géographique et historique qui n'est pas liée uniquement à l'histoire présente. Et cette géographie immense fait que, évidemment, nous pesons un poids qui n'a rien à voir avec notre PIB, ni avec la puissance militaire stricto sensu, mais qui a à voir avec le contrôle des sociétés, et non pas un contrôle par la violence, hein, mais un contrôle symbolique et par un sentiment d'appartenance à un grand groupe. Alors, cela explique beaucoup de choses. Par exemple, si le Maroc tient tant au Sahara et au passé la Mauritanie, c'est parce que les Almoravides, qui sont la deuxième matrice musulmane marocaine après les Idrissides, c'est des gens qui sont venus du Sud. C'est-à-dire que si le Maroc du Nord ne s'approprie pas le Sud peut dire, mais dans le fond, le Maroc nous appartient, puisque les Almoravides, c'est plutôt nous, les Mauritaniens, ou nous, les Sahraouis. Et d'où cette insistance pour le Maroc d'essayer de ne pas perdre ses origines, on peut dire. L'Algérie a une autre légitimité, qui est une légitimité par le sang qui a coulé, non pas par le sang qui a hérité, et à travers laquelle se reconnaissent tous ces peuples justement du Sahel, etc., qui de façon réelle ou fantasmée disent notre indépendance, on a droit à la lutte des Algériens, sans compter le fait que ce qu'on appelle les Touaregs et les Balabiches sont originaires de l'Algérie actuelle. Enfin, il y a 1000 ans, mais de la géographie actuelle. Et c'est ça qui représente la force de ces pays. Et non pas le poids. Évidemment, il y a tout ce potentiel de ressources naturelles qui est évidemment énorme, hein, parce que le monde a besoin en permanence d'énergie. L'économie, de toute façon, c'est d'abord la roue, c'est-à-dire c'est d'abord de l'énergie, la roue et le feu. Quand on a de l'énergie, on a de l'économie. On peut transformer les ressources. Nous avons l'énergie et les ressources. Les ressources naturelles, j'entends par là de quoi fabriquer des engrais, de l'acier, du cuivre, enfin tout ce qu'on veut, quoi. On peut fantasmer sur ce qu'on veut, on peut tout faire. C'est aussi pour ça qu'il faut s'interroger
sur le fait qu'on ait démantelé nos industries dans le pays le plus puissant qui est l'Algérie et qu'on ait monté une économie de comptoir dans un pays qui pour le moment semble dynamique, est le Maroc. Quant à la Tunisie qui avait un potentiel de bourgeois, c'est-à-dire d'aptitude à l'accumulation de savoir-faire, on voit ce qu'elle est devenue après cette révolution dont se réclament aujourd'hui les Hillary Clinton et compagnie. Je veux dire, ils l'écrivent toute honte bue. Justement, parlons de la Tunisie. Dans le contexte actuel, c'est le maillon faible de l'Afrique du Nord. Quels seraient selon vous les effets de la crise actuelle sur la Tunisie? On a vu par exemple, on a vu deux types de pays en Afrique du Nord. On a eu des pays qui ont participé à la conférence en Allemagne en septembre sous l'égide des États-Unis. Et ce sont des pays qui ont été contraints à aider l'Ukraine militairement ou du moins matériellement. On a eu les autres pays. Où se situe la Tunisie vu son engagement dans cette voie-là, un engagement qui a été peut-être un petit peu contraint par les États-Unis? Les États-Unis, malgré les apparences de l'unité de l'Occident, là où il y a des intérêts français en Afrique, les États-Unis sont plutôt favorables à leur départ, quitte à déléguer à des acteurs régionaux, africains bien évidemment, quitte même à partager temporairement quelquefois avec les Russes. Pourquoi? Je n'ai pas les données complètes. Et en Tunisie, ce dont nous pourrions parler, c'est plutôt de la faiblesse de la France que de la faiblesse de la Tunisie. C'est-à-dire qu'on a bien vu, à travers l'affaire libyenne et l'affaire tunisienne, l'agitation européenne, véritablement, on va dire, la grosse rigolade américaine, puisqu'on a vu comment Obama a traité Sarkozy, lui disant qu'il n'était pas capable de mener une guerre 3 jours. On voit bien que tout l'Occident a des difficultés de mener une guerre aujourd'hui en Ukraine pour des questions d'approvisionnement et de munitions. Mais surtout, la destruction de la Tunisie a montré l'incapacité de projection et de planification, en tous les cas de la France. Parce que la France, plutôt que d'avoir une vision d'avenir, s'est contentée de lutter en permanence contre les Italiens en Libye et en Tunisie, lesquels Italiens ont, eux, une capacité de projection, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens historiques, on va dire. Mais bon, en Tunisie, donc, ce qui a affaibli la Tunisie, c'est l'action négative de la France, l'incapacité de faire en Tunisie ce qui est d'une certaine façon la destinée Tunisie, c'est-à-dire d'être un petit pays intelligent et même une place financière, comme les Anglais ont fait de Dubaï, du Qatar, des Émirats, de toutes ces petites provinces. Ils en ont fait des établissements et modernes, en tous les cas des escales modernes, et non pas uniquement des comptoirs, même si demain tout ça va disparaître sous le sable. Mais cette illusion qui fonctionne très bien aurait pu très très bien fonctionner en Tunisie au profit de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire au profit de la France, si les Français avaient fait ce jeu-là. Mais les Français, c'est une puissance coloniale qui ne sait se mouvoir que dans le statu quo absolu d'il y a je ne sais plus quelle année. On en est encore aux années 50 avant la libération totale. Et on est toujours dans la même vision néocoloniale. Donc la Tunisie, là-dedans, évidemment, on s'est retrouvé prise en main par les Américains qui lui imposent des accords sur 10 ans, des accords militaires, mais sans aucune contrepartie. Je veux dire, il n'y a pas de contrepartie économique. On a bien vu à travers les actions du Fonds monétaire international
que l'Ukraine, qui n'a aucune capacité de remboursement, qui est un pays totalement détruit, a été aidée outre mesure. On oublie que cet argent nous appartient à tous, ce fonds monétaire. Mais bon, les Occidentaux, ils ne demandent pas notre avis pour dépenser notre argent, ni même celui des Chinois ou des Russes d'ailleurs, hein. Et la Tunisie, elle est soumise à des conditionnalités incroyables d'endettement, de destruction de savoir-faire, de démantèlement du peu d'industrie qu'ils ont, enfin bref, le schéma classique du Fonds monétaire. Donc la Tunisie a des problèmes. Et par ailleurs, peut-être qu'on n'a pas voulu de la Tunisie pays stable parce qu'elle tirait profit de la Libye et de l'Algérie. Ça, je n'en sais rien. Moi, je parierais plus sur la bêtise, on va dire, de l'administration parisienne. Pardon? De la bêtise française? Oui, de la bêtise parisienne, oui, c'est ça. Je parie plus là-dessus. Et donc, selon vous, le scénario idéal pour une sortie de crise pour tous ces pays-là, est-ce que ce serait l'Union ou les initiatives individuelles visant vers de nouvelles alliances, vers la multipolarité, l'ouverture, une plus grande ouverture vers la Chine, vers, je ne sais pas, la Russie, d'autres pays? Est-ce que cette histoire d'adhésion aux BRICS, est-ce que ce n'est pas, parce qu'on voit que l'Algérie et l'Égypte, bon, surtout l'Égypte, semblent vouloir adhérer à cette structure, est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de se faire coloniser? Comment voyez-vous des scénarios plutôt favorables pour les pays d'Afrique du Nord? Les scénarios occidentaux classiques, c'est divide and rule. C'est-à-dire qu'il faut que le Maroc et l'Algérie se chamaillent. Pas forcément faire la guerre, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de payer le prix des conséquences de la guerre entre le Maroc et l'Algérie. Et je dois avouer qu'on joue bien le jeu, hein. Voilà. Ça atteint des proportions qui sont assez ridicules et puis surtout qui imprègnent le mode de comportement, le mode de vie des gens, puisqu'aujourd'hui l'insulte est devenue presque un facteur de positionnement par rapport au Maroc pour l'Algérien et par rapport à l'Algérie pour ce qui est le Marocain. Donc je ne vois pas beaucoup de potentiel d'union qui vient par le haut. Il se trouve que c'est peut-être aussi le Maghreb, c'est peut-être une des régions les plus homogènes au monde, c'est-à-dire avec véritablement un même peuple, quoi. Dans le fond, c'est un même peuple, avec des petites différences comme il y en a dans les familles. Et ceci est très embêtant pour les manipulateurs habituels, parce que on n'arrive pas à manipuler les berbérophones contre les arabophones. On n'arrive pas, malgré tout, à faire que les gens aient envie de faire la guerre entre Marocains et Algériens, ni avec les Tunisiens. Je veux dire, c'est quand même la même famille, quoi. C'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Alors, évidemment, cela signifie qu'il y a un potentiel d'union par le bas, qui est assez énorme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2500 ans, 2300 ans, à l'époque de Massinissa, tout ça était réuni sous un même roi autochtone. Ce qui a été sera, parce que c'est la destinée de la géographie et de l'histoire. Et justement, nous sommes dans cette période donc de passage, d'une certaine façon, de la domination occidentale vers la multipolarité. Alors, ça va poser des problèmes, on en a parlé tout à l'heure, de positionnement, mais les BRICS, l'Algérie a fait une demande officielle pour être intégrée aux BRICS. Ce n'est pas encore le cas de l'Égypte. L'Égypte a marqué, a manifesté son intérêt, mais elle n'a pas fait de demande encore officielle, à ma connaissance, hein. Or, oui, en cas de victoire relative de l'Est, c'est-à-dire grosso modo des pays du BRICS, dans cette guerre dite ukrainienne, mais qui est quand même une guerre
plutôt internationale. Il est clair que les BRICS vont avoir un attrait beaucoup plus grand parce que si dans le domaine économique, les États-Unis n'y prennent garde, j'ai peur que l'effet de cette guerre, ce soit plutôt une implosion interne à l'Occident qu'une victoire militaire de l'Orient sur l'Occident. Et dans ce cas de figure, les BRICS vont constituer un très très grand attrait, notamment pour des pays qui ont une politique opportuniste comme le Maroc par exemple, et surtout comme la Tunisie ou la Libye. Et donc on peut avoir, on va dire, une espèce même de précipitation vers la tentative de rejoindre les BRICS. On a bien vu lors du vote, le Maroc c'est pas abstenu, c'est absenté. Bon, et il ne s'est pas aligné avec les États-Unis pour voter contre la Russie concernant la guerre d'Ukraine. Hein. Et donc, on peut avoir des formes de précipitation. Il faut espérer qu'il y ait de l'intelligence au niveau des BRICS. Et particulièrement, je pense que c'est à l'Algérie de développer de l'ingénierie politique pour casser ce schéma néocolonial de division entre les pays du Maghreb et pour renouer avec justement, je ne sais pas si c'est une union, mais en tous les cas vers des convergences macroéconomiques et des convergences de développement administrativo-politique. Et donc, vous voyez dans les BRICS une opportunité ou bien une tentative de recolonisation par d'autres de l'Afrique du Nord? Est-ce que l'intérêt n'est pas de se concentrer sur la constitution d'un pôle ici au Maghreb ou en Afrique du Nord, plutôt que d'adhérer individuellement ou s'aliéner les BRICS? De toute façon, les BRICS, c'est quoi pour le moment? C'est les grands pays, c'est quand même la Russie, la Chine et puis quand même l'Inde. Bon. La Chine, c'est des commerçants, point barre, quelle que soit la puissance militaire qu'ils auront demain. Et c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme et qui gèreront la dette comme l'Occident. C'est-à-dire que dans le fond, si on y prend garde, ce sera le même type d'esclavage qu'avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où si on ne rembourse pas, eh ben, ils prendront en main directement les infrastructures ou les usines qu'ils auront financées. C'est la logique des choses. Et ce n'est pas des gens qui vont penser à notre place. Ils se sont suffisamment battus tout seuls pour comprendre que ne mérite le respect que celui qui se bat. Eux, ils ont eu toute la technologie qu'ils ont maintenant parce qu'ils ont su attirer cette technologie et ils ont su la copier. Ils ont investi là où il fallait, c'est-à-dire l'éducation. Donc, je ne les vois pas avoir une politique in fine, très différente de celle de l'Occident. Parce que c'est la nature du capital qui est comme ça. Les Russes ne sont pas des commerçants. Les Russes, ce sont des stratèges de la géographie mondiale. Ils n'ont pas besoin d'être des commerçants parce qu'ils ont le plus grand pays du monde. Ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Ils ont besoin de population. Ils ont besoin d'ingénierie, de machines-outils, parce qu'ils ne peuvent pas développer toutes les ingénieries. À 150 millions, on ne peut pas être très bon dans la gestion du sous-sol et très bon dans la gestion de la technologie militaire et en même temps produire toutes les machines-outils. Voilà. Donc, leur problème n'est pas, ou leur solution n'est pas chez nous. Eux, ils ont presque intérêt à s'assurer de la maîtrise des sources d'énergie pour gérer la concurrence, plutôt que pour exploiter cette source d'énergie. C'est-à-dire ils ont intérêt à gérer les flux, d'où leur développement marin, sous-marin, etc. Alors, dans ce cas de figure, moi, vous savez, il n'y a pas de secret. Hein.
la solution est en nous. Elle n'est pas dans les BRICS, elle n'est pas dans le Fonds monétaire, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas à Washington. La solution est en nous. Si nous nous respectons, si nous venons en table en disant nous avons des programmes, des projets, par exemple pour les Chinois, pourquoi est-ce qu'on va leur donner à eux à gérer le grand port et la route nationale 1, la transsaharienne? C'est quand même pas des projets aussi compliqués que ça. On peut les gérer nous-mêmes, y compris de temps en temps avec leur aide ou l'aide d'autres, hein, peu importe. Mais gérer, ça ne signifie pas juste prendre le droit de passage à titre individuel ou collectif, mais plutôt organiser l'essaimage autour de la route de la soie. Les Chinois, ils n'ont pas d'état d'âme, hein, ils ne demandent pas mieux. Y compris avec les Russes. Je veux dire, on ne va pas acheter des dizaines de milliards d'armements si on ne fabrique pas des parties essentielles de ces armements. Parce que ce qui compte là-dedans, c'est pas tellement de pouvoir tuer autrui, mais c'est surtout de maîtriser des technologies industrielles qui ont une utilité civile. Tout le monde sait que beaucoup de technologies civiles ont pu faire des avancées parce qu'au départ, elles étaient des technologies militaires. Et la technologie de l'armement est fondamentale parce que c'est les meilleurs clients sur Terre. Si on a des usines qui fabriquent pour l'armée, on est sûr que nos clients ils sont là ad vitam aeternam, quoi. Et donc, ça dépend de nous. Nous, Maghrébins, Égyptiens, où on a une capacité d'autonomie, d'ingénierie politique autonome, on l'a pas. Je vais prendre un exemple. Le lien avec Israël. Quel intérêt ont obtenu les Égyptiens ou les Jordaniens en étant en bon terme avec Israël depuis 1973 ou 1974? Rien, mais rien. Ils sont encore plus sous-développés qu'avant. Quant au Maroc, je ne vois pas. Honnêtement, ça fait des années que il y a une coopération très poussée dans le domaine de l'agriculture, par exemple, hein, avec le Maroc. Mais en réalité, Israël, elle fait comme Monsanto, c'est-à-dire elle vous vend ce que vous êtes obligé de racheter chaque année de plus en plus cher, quoi. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas durable. Et en plus, on vient pomper l'eau, quoi. Je veux dire, voilà, hein, donc c'est un problème. C'est pas la faute d'Israël, hein. Je veux dire, en tant que Maghrébin, si on fait pas notre travail de réflexion préalable avant d'ouvrir le pays, il n'y a pas de solution BRICS, quoi. La BRICS n'est pas une solution. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est en fait le manque de créativité des différents régimes en Afrique du Nord qui ne posent pas de stratégie, qui ne réfléchissent pas à des solutions et qui n'essayent même pas de travailler avec les autres pays de la région. Selon vous, par quoi doit-on passer pour dépasser cet écueil-là? Donc, est-ce qu'il faudrait, je dis ça comme ça, il faudrait des révolutions populaires en Afrique du Nord? Est-ce qu'il faudrait des changements de régime? Est-ce qu'il faudrait des interventions étrangères? Comment faire pour dépasser ce manque de créativité? On le voit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et bien évidemment en Égypte. Nous n'avons aucune véritable stratégie pour entrer dans le 21e siècle. Vous savez, nos dirigeants, hein, quels que soient les 5 pays d'Afrique du Nord, laissent à penser qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils sont dirigés par l'étranger, qu'il faut obéir aux ordres. Ils laissent à penser. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue à moi, c'est que l'investissement de l'étranger a été fait il y a une 50aine d'années. On va dire à peu près les années 60 ou 70. Il suffit d'installer un système corrompu à la tête des pays ou d'aider à l'installation de la corruption à la tête des pays, et après le cercle vicieux pour nous ou vertueux, enfin semble-t-il, pour eux s'installe tout seul.
on n'a plus besoin d'intervenir. Parce que la corruption, c'est pas compliqué. Moi, je dis toujours que la corruption, c'est malgré tout, c'est de la soumission et de la trahison. Après, on trahit de façon tout à fait naturelle. C'est-à-dire, quand vous n'avez plus, quand tous les dirigeants, qu'ils soient rois ou présidents, évidemment, on se sucre. Ça veut dire que l'intérêt de l'individu est contradictoire avec l'intérêt collectif. Et donc, ça ne peut pas marcher. Quand, par ailleurs, vous avez obtenu un niveau de destruction tel que vous n'avez plus, par exemple, d'institutions de santé chez vous, et que, évidemment, vous êtes un dirigeant relativement âgé, et tous les dirigeants sont toujours relativement âgés, il n'y a pas de dirigeant qui a 18 ans, et que vous dites, oui, mais moi, quand même, je vais me soigner à Paris, vous êtes enclin à Paris, Londres ou Genève, peu importe, de toute façon. Vous êtes enclin à ne pas essayer d'avoir trop de problèmes avec les gens qui vous soignent. Si votre argent est installé, de toute façon, même si vous passez par un compte chinois ou par un compte Dubaï, mais que le délire, c'est quand même que les enfants, etc., puissent aller dans les grandes écoles françaises et anglaises. De toute façon, vous n'êtes pas indépendant. C'est-à-dire, si vous avez contribué à détruire chez vous la santé, l'éducation de qualité, la qualité de vie, tout simplement, c'est-à-dire la possibilité d'aller prendre un café avec la population, puis dans un endroit qui correspond en tous les cas à vos désirs. Automatiquement, vous n'allez pas travailler pour le bien commun, vous allez travailler pour votre bien individuel en pensant que de toute façon, un jour, vous allez tirer profit de cet argent honnêtement volé, entre guillemets, bien sûr. Et cette schizophrénie dans le comportement des élites est devenue véritablement la valeur, mais vraiment la valeur qui a imprégné la direction de tous ces pays, à tel point que aujourd'hui, par exemple, les jeunes privés, les investisseurs, etc., ne conçoivent pas faire grandir leurs familles et leurs enfants, etc., dans ces pays-là, y compris dans les pays où il y a, par exemple, des lycées français, etc. Et vous avez de plus en plus ceux qui font de l'argent. Ils restent un petit peu au pays et ils envoient femmes et enfants à l'étranger pour prenons pour prétexte l'éducation, mais en réalité voulant obtenir aussi la nationalité de pays qu'ils estiment ceux qui pourront les défendre le mieux. Et donc, automatiquement, ils ont des rapports de soumission. Parce que quand vous êtes demandeur pour la santé, la nationalité, ou le visa, puis ou le lycée français, vous ne pouvez pas mettre en place ces capacités d'ingénierie politique, ni ces capacités d'indépendance. Alors, oui, dans ce cas de figure, moi, je ne vois pas beaucoup aujourd'hui. Dans un contexte où vous ne fabriquez plus d'élite nationale, vous avez soit le lycée français, soit l'étranger, etc. Je ne vois pas de solution politique par le haut. Effectivement, il faut s'attendre et il va y avoir, parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la révolution de 2000, révolution entre guillemets, on va dire, de 2011 en Tunisie, le Hirak en Algérie, ce sont des soubresauts des peuples qui sont en train de se mouvoir, parce que ce sont des peuples qui ont appris, qui comprennent aujourd'hui que leur avenir n'est pas assuré, qu'il n'y a pas de place pour l'immigration de 100 millions de Maghrébins, tous en France, bien sûr avec un peu d'Espagne, de Belgique et d'Italie. Ce n'est pas concevable. Donc effectivement, de nouveau, il va falloir se mouvoir sous des formes de missionnaires que je ne peux pas décrire évidemment, hein.
Mais l'histoire nous a enseigné que ça arrive. Hein. Il y a des soubresauts. Et ce qu'on a vu, ce n'est pas l'étape finale. Hein. Loin de là. Deux questions me viennent à l'esprit, toutes deux liées à ce que vous étiez en train de dire maintenant. La première étant, en fait, cette nature, disons, des populations africaines ou des régimes africains à toujours avoir besoin d'une sorte de Mecque où les dirigeants ou les élites vont se soigner, éduquer leurs enfants, avoir du plaisir, tout simplement. Ce phénomène-là, on a vu avec le temps et avec l'instauration de nouvelles règles de transport, a fait que, donc, notamment les visas, etc., a fait que ces mecs-là ont perdu de leur puissance vis-à-vis de l'Afrique. Mais on a vu l'émergence de nouvelles Mecques. Je dirais Istanbul, Dubaï, Doha, pour les pays africains et pour les pays surtout d'Afrique du Nord. Est-ce qu'avec ces nouveaux paradigmes de lutte contre la migration qui est en train d'imposer l'Europe, est-ce que ce n'est pas à leur tour une chance pour les pays d'Afrique du Nord de devenir une Mecque, une destination pour les autres pays d'Afrique? Et est-ce qu'il ne serait pas intelligent justement pour les Européens, pour les Occidentaux, de construire cette Mecque en Afrique du Nord afin justement de juguler leurs problèmes migratoires? Donc ça, c'est ma première question. La seconde question que j'aimerais poser, elle est liée plutôt à l'avenir des pays de la région. Est-ce qu'en fait, nous sommes face à une opportunité pour les populations? En fait, je vais vous le dire un peu plus clairement, parce que j'ai eu l'impression que vous vouliez le dire, mais que vous ne l'avez pas dit. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que les populations d'Afrique du Nord, donc de Casablanca à Alexandrie, sont des populations conscientes et capables de relever des défis politiques comme l'ont fait leurs homologues d'Europe, ou elles ne sont pas encore matures pour cela? Je vais commencer par la fin. Le Hirak nous a montré que les gens qui ont défilé dans les villes, c'était des citoyens, des individus. Ça a l'air bête ce que je dis. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des membres de tribus ou des membres de collectifs, quels qu'ils soient. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on a vu que l'Algérien ne se définissait pas par le fait d'appartenir à telle tribu ou à telle communauté, etc. Mais il se définissait par sa volonté en tant qu'individu d'avoir tel et tel type de gouvernance. Et puis, le Hirak nous a appris que la demande était la même pour un citoyen de l'extrême sud, c'est-à-dire 2500 jusqu'à 3000 km d'Alger, ou évidemment de l'extrême est ou l'extrême ouest. De la même façon qu'ils font tous la même maison moche, mais ils ont tous la même exigence citoyenne. Et alors ça change complètement les règles du jeu, parce que ça signifie des pouvoirs qui s'adressent à des citoyens. Or, les pouvoirs ont construit leur existence sur la gestion de la violence dite légale et sur une corruption généralisée, mais pas sur une légitimité populaire. Or, pour obtenir cette légitimité populaire quand on est face à des citoyens, ça signifie qu'il faut avoir des réponses citoyennes. Donc ça, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible pour ce type de régime. C'est pour ça qu'on a une relation pré-révolutionnaire entre des citoyens d'une part, qui se manifestent, et un pouvoir qui n'est pas à la mesure de la citoyenneté, parce que c'est un pouvoir, encore une fois, de la gestion de la violence. Et pour repasser à la première question, alors évidemment, je parlerai des pardon, et selon vous, ça vaut pour, pas que pour l'Algérie, pour
tous les autres pays d'Afrique. Je repasserai aux autres pays parce que ce n'est pas du tout la même histoire. Nous ne sommes pas dans la même phase d'évolution historique, tous les pays confondus. L'Algérie est le fruit d'une révolution dure, très très dure. La colonisation française a été dure et elle a coupé le lien entre l'Algérien et le territoire, et le terroir et la tribu. C'est-à-dire, et notamment dans la dernière phase de la guerre d'Algérie, nous avons eu quand même la moitié de la population qui a été totalement déplacée. Soit dans des camps de regroupement, enfin c'était des camps de concentration quand même, et soit aux frontières du pays. Ces gens-là n'ont jamais renoué avec le terroir d'origine et le territoire d'origine. C'est-à-dire que et ce côté tribu perdu ou terrain perdu, etc., a engendré avec la révolution algérienne, c'est-à-dire cette idée incroyable qu'on est morts ensemble pour une même cause, avec ce chiffre mythique d'1,5 million de martyrs, avec tout ce discours, avec toute cette poésie, etc., parce que la révolution, c'est toujours très romantique, a créé cet homo algérianicus, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est senti un territoire et un avenir commun. Alors ça, c'est typique évidemment des pays où il y a un geste révolutionnaire comme en Chine. On a bien vu la Chine, quand même. En Chine, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de Chines différentes, entre la côte, l'intérieur, la montagne, les forêts, etc. On l'a vu beaucoup plus tard en Russie. Mais ce sont des moments importants, parce que quand vous avez le même sentiment entre un citoyen d'Adra et un autre de Tébessa, bon, là, le pouvoir doit faire attention, quoi. Il ne peut plus jouer la division à l'intérieur du pays. D'où le fait que vous avez des tentatives, je dirais presque néocoloniales, de jouer la différence entre Kabyle, kabylophone, arabophone, mozabitophone, je ne sais pas quoi, etc. Bon, ça c'est pour l'Algérie. C'est pour ça que je disais, j'allais revenir à la première question, mais enfin, parce que là, on voit une différence avec la Tunisie, par exemple, parce que la révolution tunisienne n'a pas su s'exprimer comme il fallait au départ, parce que vous avez la bourgeoisie de la côte, le pouvoir, je dirais presque depuis Carthage, auquel, cette fois-ci, est venu s'ajouter dans la gestion du pouvoir les islamistes. Mais les islamistes tunisiens, ce sont les délaissés de la bourgeoisie, mais qui sont aussi en majeure partie originaires de la côte, c'est-à-dire grosso modo c'est les lumpen. Ou pour simplifier aussi, la bourgeoisie francophone s'est vue chamailler la part du pouvoir par les lumpen plutôt anglicisés, c'est-à-dire frères musulmanisés. Mais on a oublié qu'il y avait l'intérieur du pays qui représentait quand même au moins la moitié de la population, qui était encore relativement tribal, qui n'avait pas évolué ni comme la côte, ni comme les cousins algériens, qui eux étaient devenus des individus, alors qu'en Tunisie, on continue à passer par le Muqaddam. Donc nous avons une évolution différenciée que d'une certaine façon le président actuel est en train de corriger. Parce que sa base sociale justement, c'est les déclassés et les déclassés. C'est-à-dire qu'il a dépassé le déclassement prolétarien, on va dire, de Nahda pour aller vers le déclassement géographique du fond de la Tunisie profonde. Mais c'est aussi un moment par lequel se fait d'une certaine façon l'unification de la demande citoyenne tunisienne. Ce n'est pas encore l'individualisation totale de l'arrière-pays tunisien, mais d'une certaine façon, il est en marche, parce qu'on le voit bien quand ils disent « dans le fond, on en a marre, on voudrait la citoyenneté algérienne ». Bon, c'est une façon de dire le ras-le-bol par rapport au centre. Le Maroc, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est une société qui était d'essence féodale, mais avec le développement économique et le développement industriel,
Je ne sais pas s'ils se rendent compte, Marzen, qu'il a autorisé le développement de ce qui risque de le détruire, parce que par définition, ce type de développement donne naissance à une bourgeoisie, donc pas marzénienne, mais aussi à une classe de travailleurs qui est puissante. Et par ailleurs, petit à petit, il peut essayer de rompre les équilibres tribaux antérieurs. Bon, ça, je ne connais pas assez les mouvements sociaux, enfin, sans sociologie et anthropologique au Maroc pour pouvoir me déterminer là-dessus. Donc, on a nous n'avons pas le même mouvement anthropologique, sociologique et historique dans les trois pays. Évidemment, la Libye, avec tout ce qu'elle subit, on voit très bien qu'il y a une tentative du reste du monde d'essayer de séparer en permanence l'Est de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de pétrole et de gaz et beaucoup d'intérêts qui se manifestent dans le monde entier. Est-ce que cela influence les mouvements de la population libyenne ? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas sûr que ça ne leur donne pas plutôt un sentiment de devoir se défendre ensemble contre toutes ces tentatives impériales venues de l'étranger. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, ma question c'était, est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt des Occidentaux, des Européens notamment, de profiter du potentiel des pays de l'Afrique du Nord pour créer un nouveau pôle qui se transformerait en une sorte de Mecque pour les pays africains, les populations africaines, et qui éviterait une migration ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, personnellement, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de Méditerranée avec l'Union européenne et puis la Méditerranée du Sud comme devant être justement cette espèce d'escale positive. D'abord, je n'ai jamais vu dans l'esprit d'un Européen, évidemment, j'entends par là des dirigeants européens, cette volonté de développer quoi que ce soit. Y compris ce que je disais tout à l'heure pour la Tunisie, nous aurons dû avoir à Tunis un Dubaï. Ça, c'est une impossibilité dans la tête des dirigeants européens. On peut avoir évidemment un sous-directeur à Bruxelles ou un cadre quelconque à Paris ou à Londres, dire oui, ce serait une bonne idée, mais ça ne va pas du tout loin. Parce que les acteurs économiques, je ne sais pas, type Bolloré, Total ou autres, en fait, ils sont très très contents de la façon dont sont gérés leurs intérêts. La question, encore une fois, la solution ne peut pas venir de l'Europe. Les Européens sont trop vieux et ne sont pas dans l'avenir. La gestion démographique, la perception qu'ont les Européens de leurs intérêts dans la guerre d'Ukraine montre qu'ils ne connaissent pas leurs intérêts. L'intérêt de l'Allemagne, stricto sensu, c'est de se marier avec la Russie. Or, elle préfère la guerre provisoirement à la Russie et la soumission aux États-Unis qui leur vendent du gaz 4 fois plus cher que de se battre pour leurs intérêts. Je ne les vois pas, idem pour la France, je ne vois pas ces gens-là comprendre leurs intérêts chez nous. Le seul pays qui a un potentiel de comprendre ses intérêts, c'est l'Italie. Mais l'Italie, tout le monde la combat. L'Italie est un pays très très particulier. Peut-être que c'est l'Empire romain qui leur fait comprendre qui font partie du Sud. Je ne vais pas élaborer davantage là-dessus. Mais bon, en dehors des Italiens qui sont prêts à partager, honnêtement, je ne vois pas. Par contre, le problème chez nous, pourquoi on ne peut pas faire Dubaï ou Singapour, c'est que nous avons détruit ce qui pouvait faire de nous Dubaï et Singapour. Si on prend la Tunisie a détruit son système d'enseignement, son système de santé. Vous ne pouvez pas attirer chez vous des gens. Si vous n'avez pas des écoles de qualité, un système de santé de qualité.
Parce que les gens partent dans un autre pays, pourquoi? Parce qu'ils sont bien payés, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ils n'ont pas peur pour leur santé, et puis ils habitent dans un environnement agréable, c'est-à-dire ils peuvent s'amuser, acheter des beaux vêtements, etc. Donc vous avez ces 4 conditions. Mais quand vous détruisez 2 à 3 de ces conditions, vous ne pouvez pas être une escale de fixation des populations. Vous prenez le Maroc, qui lui, il a réglé le problème de bien habiter, bien s'amuser, mais il n'y a pas de santé. Et il n'y a pas non plus d'éducation. Alors, il ne faut pas aller au Maroc pour aller au lycée français. Vous voyez, je veux dire, quand vous allez à Dubaï, vous n'allez pas au lycée français, forcément, il y a suffisamment de choix éducationnels privés sur place pour que, justement, vous ayez l'illusion de dire, oui, moi, je suis parti de chez moi et maintenant j'ai le choix. C'est-à-dire que j'ai fait un choix raisonné. Donc, il n'y a dans notre région ni volonté néocoloniale, ni d'ingénierie nationale qui permettent de fixer d'abord nos élites avant de pouvoir attirer les élites dites subsahariennes. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on devrait attirer les élites subsahariennes. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne créeraient pas chez eux des pôles justement de fixation des élites qui permettraient de diffuser leurs capacités techniques et leur savoir-faire dans l'interland, hein. Moi, je ne crois pas du tout à cette nécessité de flux sud-nord, hein. Il doit y avoir suffisamment de pôles. Je ne vais pas citer Dakar ou là, peu importe, hein. Moi, c'est pas à moi de dire que ce qu'il y a de mieux pour chacun des pays. Néanmoins, il y a suffisamment de potentiel humain au sud du Sahara pour créer pas mal de pôles, et je crois que l'Afrique s'en sortira mieux s'il y a, comme il y a eu ailleurs dans le monde, hein, par exemple la force de la Chine, c'est pas Pékin, hein, c'est Pékin plus Shanghai, par exemple. Enfin, je peux citer 10 Shanghai autour de Pékin. Il faut toujours comprendre que la dynamique d'un pays, c'est justement d'éviter le monopole. Et on voit bien que même en Russie, depuis qu'il y a 2 pôles, avec une espèce de compétition entre Saint-Pétersbourg et Moscou, voilà, ça représente, c'est pas de la compétition économique, c'est de la compétition d'ingénierie politique et d'ingénierie de projection. Donc, pour un monde un peu plus multipolaire, Monsieur Haj Nasser, je vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Et j'invite nos auditeurs à vous abonner sur nos différents canaux sociaux. Au revoir.